Bonjour Fabrice Bourgeois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Edmond de Rothschild Héritage, structure qui regroupe plusieurs activités du groupe familial. C'est quoi le point commun de ces activités? Alors c'est vrai que quand on parle d'Edmond de Rothschild Héritage, on pense d'abord au pôle bancaire. Edmond de Rothschild Héritage, c'est une structure qui investit, qui gère et qui développe le patrimoine familial dédié à l'art de vivre. Par art de vivre, on entend des expériences uniques, on entend des services d'exception, des produits de qualité et la promotion de savoir-faire. Alors, ça s'appuie sur 3 grands domaines. Alors, je les ai cités en titre. Oui. Donc, il y a le vin, les exploitations agricoles. Oui, le pôle nature, Oui. on prend les exploitations agricoles, et un pôle qu'on appelle hospitality, qui est du tourisme, hôtellerie. Donc, des hôtels, des restaurants aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, on va essayer de tracer une ligne, parce qu'il y a évidemment des points communs et une ligne entre ces activités. Je commence avec les vignes. Alors, évidemment, il y a le Bordelais, mais il y a aussi beaucoup d'autres régions, beaucoup d'autres pays. Il y a combien d'exploitations viticoles? Alors, c'est vrai que au-delà du Bordelais, qui était l'origine des vignobles dans la famille, on a développé une logique qu'on appelait Wine of the World, qui était l'idée de promouvoir les meilleurs cépages sur les meilleurs terroirs. Donc, on est aujourd'hui avec 500 hectares de vignes sur l'ensemble des propriétés. Ce sont 7 propriétés réparties sur 4 continents. Donc on est en Europe, en France et en Espagne, dans la Rioja espagnole, en partenariat avec Vega Sicilia, qui est l'emblématique vin espagnol. On est en Argentine, au pied de la Cordillère des Andes, au sud de Mendoza. On est en Afrique du Sud avec la famille Rupert, actionnaire du luxe bien connu. On est en Nouvelle-Zélande, dans 2 propriétés, puisqu'on en a acquis une l'année dernière. Et donc, cet ensemble développe des vins de qualité au travers le monde. Et qu'est-ce que vous y faites? On reviendra sur la dernière exploitation que vous venez d'acquérir, mais qu'est-ce que vous y faites pour faire baisser, on va dire, l'empreinte carbone globale de ces exploitations viticoles? Alors, ce sont des exploitations, si je prends par exemple les 2 françaises, elles sont en HVE3, qui est une norme européenne qui est contrôlée par le ministère de l'Agriculture et qui prévient l'utilisation des herbicides, l'utilisation de ce qu'on appelle les CME, c'est-à-dire les produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Tout ça est bien sûr proscrit depuis plus de 10 ans dans nos exploitations, avec un désherbage qui se fait de manière mécanique ou manuelle, avec des projets d'installation de panneaux solaires pour réduire justement les consommations énergétiques, en tout cas leur coût, avec un investissement majeur qui a été réalisé maintenant depuis 3 ans. C'est un investissement quand même important de 18 millions sur le château Clark, qui est le château historique de la branche Edmond de Rothschild, qui a vocation à recomposer l'ensemble de la ligne de production. C'est-à-dire qu'on a eu des chais enterrés qui permettent de concevoir des économies d'énergie. On a redéfini tous les schémas de production avec une marche en avant systématique qui réduit les transports ou les déplacements entre chaque étape de la production et donc crée des économies d'énergie. Je voulais justement qu'on parle du dernier domaine que vous avez acquis, qui s'appelle Akarua, qui est donc en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Alors là, c'est du vin bio. C'est votre premier vin bio? Tout à fait, c'est le premier vin bio. On était pour l'instant plutôt sur des agricultures raisonnées, c'est-à-dire un usage homéopathique de produits phytosanitaires en cas de besoin, mais le moins possible. Et effectivement, Akarua, qui est dans la région de Central Otago, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, spécialisé dans les pinots noirs, qui approchent ceux de la Bourgogne, est un domaine qui a été exploité en bio et qui nous a permis de transformer ou d'être en cours de transformation du précédent domaine que l'on avait en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Rima Perret, qui lui est dans des sauvignons blancs, c'est les 2 grands cépages de Nouvelle-Zélande, en certification bio qu'elle devrait obtenir dès l'année prochaine. Alors, vous pouvez comparer, est-ce que quand on est en bio, le rendement est forcément moins important? Il y a toute une période de transition où il est moins important. C'est-à-dire qu'il faut que la terre et les méthodes s'acclimatent à ce nouveau mode de potentiel de production. Je pense que quand on part effectivement d'une agriculture raisonnée, le gap est moins important, mais il y a une phase pendant laquelle il faut arriver à intégrer ces nouvelles donnes par l'environnement. Est-ce que ça peut vous servir, entre guillemets, de laboratoire pour tous les châteaux? Tout à fait. Oui. Clairement. L'objectif, c'est de passer au bio un peu plus. Je pense qu'on va c'est une tendance à laquelle d'abord on peut difficilement échapper, parce que le client le demande, mais aussi parce que la planète le demande.
Alors, je voulais qu'on parle au-delà du vin, de vos choix d'investissement, peut-être des questions un peu plus générales sur les perspectives de croissance, de business pour Edmond de Rothschild Héritage. Alors, on est toujours, si on reste sur l'aspect vin, on est toujours à la recherche potentiellement dans cette gamme de vins du monde, sur certains pays où on identifie bien des cépages exceptionnels et des terroirs exceptionnels. On étudie énormément de dossiers et je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, on concrétise dans un ou deux pays emblématiques de la production vinicole. Alors, je l'ai dit en titre, vous êtes aussi exploitant agricole, la compagnie fermière et les pépinières de Lambre. Je commence avec la compagnie fermière. C'est quoi? Vous produisez quoi? Alors, c'est un superbe exemple d'économie circulaire. Ouais. C'est une ferme donc, qui est dans la Seine-et-Marne, entre Meaux et Melun, deux noms qui vous évoquent peut-être un fromage. On va parler fromage, quoi. Okay. Et qui donc est composé de cultures sur 600 hectares qui produisent la nourriture pour un élevage bovin laitier de 250 vaches dont le lait est utilisé pour fabriquer un brie de Meaux AOP. Et comme il est fabriqué exclusivement avec le lait des vaches de la ferme, il est fermier. C'est le seul et dernier unique en France, brie de Meaux AOP fermier. Donc ça, c'est le produit. Ensuite, vous nous dites, bel exemple d'économie circulaire. Pourquoi? Alors d'abord, vous l'avez vu, c'est culture, élevage, fabrication fromagère. Et puis on s'est dit, il y a beaucoup de déchets et d'effluents qui viennent de ces activités, 17 tonnes au total, qui sont un peu perdus, en tout cas pas exploités. On va décider de les valoriser. Et on a investi un montant de l'ordre de 4 millions d'euros dans un méthaniseur qui collecte tous ces déchets et qui produit un gaz, un biométhane, une fois filtré, injecté dans le réseau de GRDF et qui assure les besoins énergétiques d'environ 2000 habitations de Seine-et-Marne. Donc vous devenez producteur de On devient producteur de biogaz. Ouais. D'abord, ça a un côté rentable qui aide aussi au fonctionnement de la ferme, et puis ça a surtout un côté durabilité, environnement autour de la région de Seine-et-Marne. Ouais. Et les pépinières de Lambre, comme leur nom l'indique. Bon. C'est une pépinière. D'accord, bravo. Je suis trop fort. Une petite pépinière qui est positionnée dans l'Isère et qui a parmi ses activités celle de promouvoir le savoir-faire de l'art taupière. Ça veut dire quoi? L'art taupière, c'est la taille des arbres en nuages. Qui revient un petit peu, qui s'assimile un peu au bonsaï, mais grandeur nature, et qui est un art un peu ancestral et surtout très précis et qui est compliqué parce qu'il faut savoir faire évoluer cet arbre dans le temps et donc lui permettre, le jour où on le vend à un client, si je vous vends un arbre demain, vous avez envie de le voir toujours vivant au bout de 6 mois, donc il faut travailler à la fois la taille de l'arbre, mais le dimensionnement de ses racines. Et alors là aussi, il y a quoi comme engagement, même plus comme action en termes par exemple, de on est en chimique, certification bio, on est en cours de certification bio, puisqu'on a proscrit tout herbicide dans la culture depuis de nombreuses années. Et donc, on va avoir, courant 2023, cette certification. Allez, un dernier mot, il nous reste moins de 2 minutes pour parler des hôtels. Alors, on l'a souvent évoqué dans cette émission. C'est un secteur qui est vraiment en train de se réinventer, avec un défi qui est celui de continuer de satisfaire les clients tout en réduisant l'impact écologique. Comment vous maniez ces deux, parfois contraires ou pas d'ailleurs, mais pas forcément. D'abord dans la construction, on a construit le Four Seasons Hotel de Megève, un hôtel 5 étoiles, mais qui dès sa conception a été vu avec des matériaux le plus possible locaux, des entreprises le plus possible de la région. Plus de 50% des prestataires étaient de la région Rhône-Alpes. On a mis des panneaux photovoltaïques pour produire la partie électrique. On a planté 12 000 arbres autour de l'hôtel pour redonner l'ensemble du végétal qui était autour de l'hôtel. Donc on a toute cette approche qui est vue dans ce sens. Et si on prend l'hôtel de Samaniego, l'autre petit hôtel qui est en Espagne, qui lui a été ouvert en 2000, il a été conçu avec de la géothermie, avec des panneaux solaires, des matériaux modernes d'isolation. On a même été jusqu'à mettre un potager pour le restaurant de l'hôtel. Merci beaucoup, merci Fabrice Bourgeois et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Et si on replantait des arbres dans nos villes, tiens, justement.